YouTube, cette plateforme de la liberté d'expression, dernier bastion de la pensée critique et média horizontal par excellence, qui marque le progrès face à l'hégémonie des médias traditionnels qui perpétuent des valeurs arbitraires à travers des mécanismes archaïques. Alors oui, je sais qu'Internet nous a doucement habitués à un son de merde, du mauvais jeu d'acteur et un montage rapide pour qu'on ne se rende pas compte que les décors, le cadrage, la lumière et l'étalonnage sont pourris, mais si pour vous YouTube a quand même remplacé la télévision, c'est que vous avez très certainement moins de 30 ans et que vous êtes de gauche. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'adapter le ton de cette émission à cette catégorie de public. Vous n'êtes pas sans remarquer que dernièrement, l'oppression patriarcale instituée par le système publicitaire télévisuel a envahi, non sans un procédé de violence symbolique, la création sur Internet qui bénéficiait jusque-là de l'indépendance sacralisée dans les années 60 à 80 par le domaine radiophonique entre autres, avant que ces représentants ne courent eux-mêmes vers la conquête de la société du spectacle et la pensée capitaliste qui a transformé le fondement même des médias tout au long du XXe siècle. Non, j'y arriverai pas, je suis pas assez de gauche pour faire ça. Pourtant je suis abonné à Usul. Bon, je sais que ça ne sera pas une tâche aisée, mais je vais m'aventurer sur le terrain des plus grands chercheurs et analystes de YouTube, qui détiennent mieux que personne le savoir pour dire les évidences dont tout le monde est déjà au courant, mais dont l'expertise semble indispensable pour conforter le public dans sa légitimité à penser comme il le fait. Ouais, t'as trop raison, y a pas assez de monde pour le dire, ça. Et ces éminents sociologues de YouTube avec leur doctorat de pensée critique seront d'accord avec moi, la plateforme va mal. C'était mieux avant, comme le dirait Nathan66, qui nous a déjà fait profiter d'une analyse poussée lors d'un précédent commentaire, fait plus de vidéos FDP. En effet, nombre de vidéastes se plaignent de la baisse du nombre de vues et de leur rentrée d'argent, et face à eux, un public qui se plaint tout naturellement d'une baisse de fréquence de sortie des vidéos. Et un désintérêt certain envers la plateforme se fait sentir. Bref, tout baisse à tel point que quand les youtubeurs ont commencé à demander à ce qu'on clique sur la cloche, moi, tout naïf que j'étais, j'essayais de leur cliquer dessus, ce qui avait juste pour effet de mettre la vidéo en pause. Et donc, tel Tirésias constatant la mort d'Antigone, je me pose cette question. Comment a-t-on pu en arriver là ? YouTube, ce média si qualitatif et progressiste qui permet de contourner les rigidités de la télévision, aurait donc des faiblesses. Mais quels sont les éléments qui ont conduit à la chute de l'empire YouTube ? Eh bien, Jean Eudes, étudiant à la Sorbonne dans le domaine d'Internet et des nouveaux médias, ne pourra s'empêcher de tracer l'historique de YouTube au carbone 14, de la période primitive entre 2005 et 2008, suite à quoi les utilisateurs ont commencé à poster du contenu pour s'amuser lol MDR, et quand il y en a certains qui ont commencé à avoir du succès, alors il y en a plein d'autres qui se sont mis en marche. Bon, comme je suis plutôt bien lancé, je vais continuer d'énumérer des banalités dont vous avez déjà conscience avec suffisamment d'aplomb pour faire croire que j'ai réfléchi à tout ça moi-même et que je vous apporte un savoir que vous ignoriez. Faisons donc un rapide comparatif entre YouTube et la télévision, puisqu'a priori c'est le sujet de la vidéo. L'erreur qui est faite par beaucoup de monde, c'est de comparer ces deux médias sur leur contenu, alors que la différence fondamentale repose sur leur mode de diffusion. Critiquer la télé à cause de Bolloré, Hanouna, la télé-réalité et les médias conspirationnistes, c'est un peu facile. Moi aussi je peux résumer Internet à toute la merde qu'il y a dessus. Finalement, la qualité sur YouTube ne se résume pas à une tendance générale, mais à des cas isolés de personnes ou d'émissions qui font un contenu plus ou moins intéressant selon les goûts. L'une des différences fondamentales entre les deux médias, c'est que dans un cas, vous devez vous-même chercher et sélectionner les programmes que vous allez regarder, et ça on en reparlera plus tard, et dans l'autre cas, cette sélection est faite à votre place. Enfin bref, c'est une explication qui, au-delà d'être totalement chiante, vous prend pour des débiles. Et en plus, ça répond pas du tout à la question. On dirait un épisode d'Y penser dans lequel je vous dis qu'on y reviendra dans un prochain épisode. On verra le détail un peu plus tard. Non, je vais pas en parler maintenant. Les trous noirs, ce sera pour plus tard. Ce sera... Il y aura bien une mini-série en 2015 dans laquelle je vous dirai enfin ce que j'ai à vous dire concernant Nicolas Tesla. Mais le socio-économiste que je suis n'a pas pu s'empêcher d'appliquer une grille de lecture de gestionnaire dans la comparaison entre ces deux médias. Pour moi, c'est peine perdue de critiquer la télé sur son mode de fonctionnement. Il est le fruit d'une évolution et en aucun cas une chose inhérente à ce moyen de diffusion. Pour moi, ce qui différencie YouTube et la télévision, ce sont les logiques de flux et de stock qui les définissent. Mais calme-toi donc avec ta verve de bourgeois qui tente d'imposer sa suprématie par le langage, me direz-vous. Mais ne vous inquiétez pas, vu que YouTube est un média parfaitement horizontal, votre refus manifeste d'accorder du crédit à mon propos sera accessible à tous les utilisateurs à travers un commentaire sous la vidéo, c'est-à-dire dans une verticalité. Mais ne vous en faites pas, j'aurai tout le temps de critiquer la soi-disant horizontalité d'Internet tout à l'heure. Pour l'instant, je m'en vais vous expliquer cette histoire de flux et de stock. Bon, on va pas passer 3000 ans là-dessus, j'aime bien me faire chier, mais je suis pas non plus scatophile. Donc quand on produit quelque chose, il y a deux façons de faire. La logique de flux, c'est-à-dire la production en continu, et la logique de stock, c'est-à-dire une réserve. Et dans le cas de vidéos sur internet, cette réserve a la chance d'être infinie et impérissable. Ce qui est plutôt pas mal. Si vous savez lasser vos chaussures et compter 2 par 2, vous aurez donc compris que la télé a un principe de flux, les émissions sont en continu et vous devez vous adapter à une grille de programme, alors que les vidéos sur internet proposent une logique de stock. Une chaîne est une base de données qui permet de conserver les émissions dans le temps et de la regarder à n'importe quel moment. Ok ? C'est ce que la plèbe, c'est-à-dire vous là, appelez le dilemme quantité versus qualité.
dans la mesure où la diffusion en continu impose des délais et tout un tas de contraintes qui se font au détriment de la qualité, mais cela permet une régularité et une constance dans le travail. D'un autre côté, le fait que les vidéos soient stockées sur une chaîne et accessibles plusieurs années après leur création devrait inciter les créateurs à vraiment peaufiner leur travail, qu'importe que la vidéo ait 2 jours de retard. Pour quelqu'un qui la regardera dans 6 mois ou 2 ans, ça ne changera rien. En tout cas, c'est comme ça que la création vidéo devrait être pensée. Une vidéo ne doit pas s'inscrire dans une périodicité. Un des éléments qui a commencé à foutre la merde dans la production de vidéos et qui a surtout nuit à YouTube, c'est la mutation de la diffusion. Parce que d'un côté, on a la télé qui se tourne peu à peu vers une logique de stock, avec les replays et les émissions qui sortent sous forme d'anthologie DVD, et de l'autre côté, on a YouTube qui devient peu à peu un flux, d'une part avec la multiplication des lives, et d'autre part parce que c'est la production quotidienne de vidéos qui est encouragée. De plus en plus de chaînes sont devenues des programmes télé. Bazar du Grenier par exemple. Mardi 20h, boum, on a notre programme. Et les statistiques sont formelles. Les vues se jouent au moment où sort la vidéo, alors que rien ne nous oblige à regarder une vidéo au moment où elle sort, dès que la notification apparaît. Pourtant, la vidéo n'est pas vouée à disparaître, mais au contraire à rester. Donc on pourrait très bien foutre les vidéos qui nous intéressent dans des playlists ou des trucs comme ça, pour les regarder quand on veut, et pas quand les notifications nous l'imposent. Finalement, YouTube a réussi à ritualiser les sorties des vidéos, exactement comme à la télé. On veut du direct, de l'instantané. Et ça, c'est beaucoup dû à la transition vers le téléphone portable. Aujourd'hui, il n'est plus question de visionner chez soi, sur son PC, avec une attention maximale comme au bon vieux temps, non. Maintenant, plus de la moitié des vues se font sur téléphone portable, dans des conditions de merde quand les gens se font chier en attendant le bus. Et donc forcément, l'offre n'est plus en adéquation avec la demande, à tel point que je commence à parler comme un prof d'éco. Et c'est pour ça que l'ancien modèle est dépassé. On en arrive au point où il n'y a ni la qualité, ni la quantité. Parce qu'il y a 1 an ou 2, certains vidéastes sortaient beaucoup plus de vidéos. Maintenant, les sorties de vidéos se raréfient parce qu'il s'impose de sortir des vidéos de qualité. Ça veut dire qu'ils faisaient de la merde avant ? Ça veut dire quoi, qualité ? Alors, d'après le dictionnaire YouTube, la qualité c'est uniquement du point de vue technique, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir des effets spéciaux, une belle image, ou même de la fiction dans des vidéos dont ce n'est clairement pas le but ? Ce qui compte, c'est le propos, c'est ça qui a fait décoller YouTube à un moment, c'est le fond. La technique, c'est juste de la poudre de perlimpinpin. Mais la technique a pris le dessus au point de dicter les cadences de sortie des vidéos. Et paradoxalement, beaucoup de vidéastes sortent moins de vidéos depuis qu'ils se sont professionnalisés là-dedans et ne se consacrent plus qu'à ça. Et c'est là qu'est tout le nœud du problème. Y penser, pour ne citer que lui, arrive à sortir moins de vidéos qu'à l'époque où il avait un boulot à côté. Il est le reflet total de ce qui est arrivé à YouTube. On en parlera certainement. Et tout ça, c'est arrivé à cause de... Vous, l'argent des putains d'abonnés. Du fait que ces personnes soient payées pour faire leurs vidéos au point d'en vivre et donc d'en dépendre. Leurs vidéos ne peuvent plus être produites de la même façon. Et les créateurs s'imposent d'eux-mêmes un rendu professionnel. Et à partir de là, je ne vois pas ce que YouTube a de mieux que la télévision. Mais sérieux, vous vous attendiez à quoi ? Si beaucoup critiquent la télé, c'est finalement parce que derrière il y a des enjeux économiques qui imposent des contraintes de fond et de forme. Et à partir du moment où cet enjeu économique arrive sur YouTube, les dérives télévisuelles vont obligatoirement se perpétuer. Et la situation actuelle de YouTube n'a rien d'étonnant. Certes, il y a plus d'indépendance, mais sur internet, on a exactement les mêmes merdes qu'à la télé. Et si la télévision ne générait pas d'argent, ça serait une plateforme totalement géniale avec beaucoup plus de liberté d'expression. Et maintenant que YouTube est devenu une planche à billets, je ne vois plus quoi attendre de cette plateforme. Le fait est que YouTube maintenant est devenu un champ de bataille où s'affrontent professionnels et amateurs, et c'est un peu déloyal pour ces derniers. C'est pour ça que les gens qui se lancent aujourd'hui ont beaucoup plus de difficultés à rencontrer leur public. Imaginez, imaginez, à la télé d'un coup on a une chaîne 100% amateur, avec un son dégueu, des lumières cheap, un jeu d'acteurs aux fraises, enfin bref, tout ce qu'on a l'habitude de voir sur internet quoi. Et imaginez que ça débarque à la télé. Mais une chaîne comme ça, elle se fait péter la gueule, juste parce qu'à côté on a du travail beaucoup plus abouti techniquement, c'est tout. Et bah sur YouTube, c'est exactement ce problème qui est en train d'arriver. Les amateurs et les pros postent des vidéos sans aucune distinction. Et quand on a le choix entre les deux pour le même prix, on préfère se rabattre sur le contenu qui a le plus de gueule et qui est suivi par plus de monde. Une bien belle connerie, ça, la légitimité par le chiffre. Et du coup, on voit un peu partout des commentaires comme ceux de Dylan2003, tu mérites plus d'abonnés, Mais what the fuck, maintenant on va rajouter du mérite aux vidéos ? C'est une récompense d'avoir des abonnés ? C'est un gage de qualité ? Je comprends même pas ce genre de commentaires. Par contre, ce que vous avez entièrement le droit de faire et que je vois pas assez souvent, c'est par exemple d'aller voir des gros youtubeurs qui ont plus d'1 million d'abonnés et de leur dire on mérite plus de qualité. Ça oui, vous avez le droit. Ouais, parce qu'à un moment il faut se rendre compte que ces mecs font ça en professionnel et s'adressent à des millions de personnes. De toute façon, YouTube c'est du nivellement par le bas. Les gens trouvent que le jeu d'acteur est bon quand il est mauvais, on pense qu'un bon montage c'est un montage épileptique avec plein d'effets juste parce que le mec a passé beaucoup de temps dessus, on encense des gens qui récitent du Wikipédia ou qui racontent leur vie, et il y a cette espèce de culte de la personnalité qui fait que la plupart du public n'arrive plus à avoir de recul sur ce qu'ils regardent. Et les gens ont fini par accepter la pub. Je me demande comment ça va finir One Piece. Ça peut pas juste être un trésor.
Oh non, pitié, pas encore ce débat. Bah quoi, l'auteur va pas Mais nous faire 30 minutes bordel, au mais final, dès il la va première faire réplique, un le jeu d'acteur est aussi mauvais que dans une pub pour Activia. De toute façon, Oda va nous surprendre comme un Les gars, regardez. Ouais, regardez, on a presque 200 000 j'aime pour un placement de produit. Trop bien. Je regarde encore et encore cette vidéo sans m'enlacer. C'est juste super original comme vidéo pour présenter ta collection. J'adore. C'est la meilleure publicité possible. En fait, c'est juste une grosse pub pour tes t-shirts. Bah les couilles, j'en achète 15. Putain, mais on en est à ce stade! Les gens aiment véritablement des pubs, juste parce qu'elles ressemblent pas à des pubs ordinaires et qu'elles sont faites par des gens qui les apprécient. Attention, hein, tout n'est pas mauvais sur internet, mais les bons trucs, ça n'est clairement pas la majorité. Et encore, heureusement qu'aujourd'hui il y a le succès des vidéos de merde, de prank, de handspinner et de racontage de vie qui permet de relativiser. Parce qu'il y a un an ou deux, la légitimité de YouTube était acquise pour certains, parce qu'elle était représentée par la pensée critique, par des vulgarisateurs, bref, par la culture. Alors du coup, on va pas critiquer ça ni le remettre en question. Pourtant, aujourd'hui, la roue tourne à tourner, et ce n'est plus l'éducation, mais le divertissement qui marche. Et c'est que maintenant que les gens commencent à se plaindre de la plateforme. Pourtant, rien n'a changé, on a juste remplacé une oligarchie par une autre. Le système de vues et d'abonnés est toujours prévalent, et il y a une espèce de bien-pensance générale qui s'est instaurée et qu'il faut suivre pour être accepté par la communauté. Et dans le cas inverse, vous serez classé dans le camp adverse. Et finalement, sur YouTube, il y a deux pôles, chacun prêchant pour des gens déjà convertis, et au final, rien ne bouge. Même l'accès aux nouveaux vidéastes est bouché. C'est pas la qualité de votre travail ou la profondeur de vos propos qui déterminera votre succès, hein, mais c'est votre capacité à sucer de bonnes grosses bites et à utiliser les réseaux sociaux. Votre ascension ne sera due qu'à ceux qui trônent sur le siège de YouTube, alors qu'on ne vienne pas me parler d'horizontalité. Et pour pouvoir être mis en avant, il y a un espèce de code informel. Il faut suivre un certain type de montage, avoir un format pas trop long, des propos assez consensuels, être régulier, etc., etc. Pareil qu'à la télé en fait. Sauf qu'en plus, si vous dites de la merde pour manipuler le jeune public, personne viendra vous reprendre. La période où YouTube était une source pour les amateurs et les nouveaux formats est révolue. On est passé du stade où 10 000 abonnés c'était énorme à celui où c'est pas assez. Et ceux qui influent sur la tendance ont quasiment arrêté d'évoluer depuis 2 ans, et ont même régressé pour certains. Et quand quelqu'un veut essayer un nouveau format, il doit d'abord demander à sa communauté et avoir son approbation, hein, puisque c'est bien connu. Tout le monde sait que la création n'appartient pas au créateur, mais au public. Ce qui fait que YouTube en est arrivé là, c'est l'individualisme. On se forge notre propre programmation, et on peut faire disparaître ce qui nous plaît pas en un seul clic. L'opposition n'arrive même plus jusqu'à nos oreilles. C'est nous qui choisissons ce que l'on veut voir, ou plutôt notre algorithme. Et forcément, il sera très difficile de s'aventurer vers ce qui nous est inconnu et ne nous attire pas aux premiers abords. Et on préfère se complaire à écouter des gens avec qui on est déjà d'accord et regarder des vidéos de chats. Tout tourne autour de nous. On a notre petit algorithme personnalisé qui propose des recommandations qui nous sont spécifiques. Et si vous avez l'impression d'être libre sur YouTube, c'est que l'illusion marche drôlement bien. Et l'un des plus gros atouts de la télé, voire même son plus grand intérêt, c'est que la programmation n'est pas effectuée par le spectateur lui-même. Certes, il a le choix de pouvoir changer de chaîne, mais la télé peut nous amener vers des choses vers lesquelles on ne serait jamais tombé autrement. Et depuis que j'ai plus la télé, c'est un de mes plus grands regrets. Il m'est quasiment impossible de découvrir des trucs un peu nouveaux ou inhabituels. Alors on va me dire qu'il reste le bouche à oreille. Oui, d'accord, mais il faudra avoir des amis pour ça. Les probabilités pour que vous tombiez sur un programme qui change de vos habitudes sont très minces. Il faudrait que vous tapiez vous-même une recherche ou que quelque chose arrive miraculeusement dans vos recommandations. Ensuite, il faut que vous cliquiez malgré tout sur une vidéo en ayant pour seule information la durée, le nombre de vues, une miniature et un titre. Donc pour les contenus de plus de 10 minutes ou de moins de 1000 vues, ça va être compliqué. Et à peine arrivé, votre visionnage est déjà parasité. Vous pouvez sauter les 5 premières minutes pour voir si c'est chiant ou non. Vous pouvez lire la description, aller dans les commentaires. Et le pire, c'est que la vidéo n'a même pas commencé, que vous êtes déjà incité à vous barrer avec les vidéos qu'on vous recommande sur le côté. En même temps, c'est compréhensible puisque la suggestion du chef, c'est la dernière vidéo de Poisson Fécond, alors comment vous en vouloir? Et donc il faut s'accaparer l'attention du spectateur dès les premières secondes, avec du montage rapide, et il faut parler vite aussi, puisque c'est comme ça que ça marche. Vous croyez que moi ça m'amuse de parler vite? Non, bah voilà, c'est pas des conditions pour regarder une vidéo ça, et encore moins pour en créer. Essayez de mettre vos considérations pour la télé de côté juste pendant 1 minute, et qu'on réfléchisse au principe, c'est tout. Et c'est pas dégueulasse. On a un programme qui arrive sans qu'on sache grand chose dessus, et on le découvre complètement. C'est ça le principe de la télé. Combien de claques je me suis pris en voyant des émissions, des courts-métrages ou même des films que je n'aurais jamais vus autrement, et qui ont été des surprises totalement inattendues, même si ça implique parfois de s'aventurer dans des chaînes à 3 chiffres. Du moment que la programmation est faite par des personnes compétentes, je vois pas où est le problème. Je préfère que ce soit des humains qui s'occupent de ça plutôt qu'un algorithme. Et puis quand on laisse les gens choisir, on voit bien ce qui se passe. On va vers la facilité ou vers ce qu'on connaît déjà. Il suffit de regarder l'onglet tendance. Le sentiment de surprise
d'analyse, de découverte, d'exploration. Et bah paradoxalement, il est vachement dur à trouver sur YouTube, je trouve. Mais ce sentiment, malheureusement, j'ai l'impression qu'on le retrouve un peu partout, hein, à la télé, même au cinéma. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé dans une salle de cinéma pour découvrir complètement un film dont vous ne saviez rien? C'est le même problème avec la radio. T'as les grandes stations qui diffusent en boucle encore et encore et encore les mêmes morceaux jusqu'à ce qu'on en crève. Et à côté, t'as des radios un peu plus indépendantes qui proposent des programmations beaucoup plus diversifiées. Et souvent, je trouve ça beaucoup plus intéressant à écouter que ce que je connais déjà. C'est le même problème avec la télé. Quand t'entends les gens qui la critiquent, ça repose uniquement sur certains programmes de la TNT, alors qu'il existe des milliers de chaînes. Donc ce qui est pourri, c'est juste 1% de ce qui est diffusé. La montagne, des sommets de plaisir. Comme par hasard, Montaigne TV, on n'en parle jamais, hein, sans doute une conspiration de l'oligarchie dominante, hein, mais bon, ça c'est écrit dans mon livre. Alors, je suis d'accord qu'une grosse partie de ce qu'il y a à la télé, c'est de la merde. Mais YouTube, ça aurait pu être une télé amateur, qui vous fasse découvrir des programmes qui soient uniquement amateurs. Mais le fait qu'il y ait autant de professionnels qui se retrouvent sur YouTube, eh ben, je trouve que ça détruit complètement l'essence de ce qu'aurait dû être YouTube. Le truc, c'est qu'il y a personne qui va nous montrer du nouveau contenu. Au mieux, il y a des gens qui vont nous en parler, et ça va être à nous d'aller vers ce contenu. Et le mécanisme dans lequel YouTube est en train de s'enfoncer favorise les vidéos qui ont été produites récemment. Donc l'ancien contenu, il n'y aura personne pour vous l'amener. Surtout ceux qui ont été arrêtés. Il y a des émissions qui n'existent plus et dont la chaîne n'est plus en activité, et ces gens-là n'arriveront jamais en recommandation, en gros. Et quand un YouTuber un peu connu va vous faire la promo d'une chaîne, bah celle-ci a déjà des milliers d'abonnés, voire des dizaines de milliers. Et tant qu'à faire, profitons-en pour cracher sur les ayatollahs de YouTube et leur soi-disant horizontalité du média. Rien n'est horizontal sur YouTube. Ça permet juste plus d'interaction entre les vidéastes et le public. C'est tout. Mais les abonnés, vous êtes en dessous des vidéastes en permanence. Puis les lives et les conventions ne sont qu'un autre moyen de démontrer que tout ça, c'est du fake. Même entre les vidéastes, c'est pas horizontal. Et pourtant, il y a toujours des gens pour croire que YouTube a une quelconque horizontalité. C'est carrément du syndrome de Stockholm à ce stade. Vous en connaissez beaucoup des vidéos où vous voyez autre chose qu'une personne ou un groupe de personnes du même avis proposer un point de vue sans aucune opposition et de façon unilatérale? Je pense pas trop, parce que YouTube pullule de ça. Et encore, vous devriez vous méfier, parce que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment même. Et même les jeux, ce serait l'occasion de faire un truc plus horizontal justement. Mais ça reste des trucs entre youtubeurs. Parce que ce qui compte, c'est de voir des starlets s'amuser entre elles. Le jeu en lui-même, on s'en fout. Alors que pour des jeux, rien n'empêche de recevoir des candidats qui ne soient pas des putains de youtubeurs. Est-ce que YouTube pourrait arrêter son nombrilisme à un moment? Non mais regardez-moi ça. Le YouTube Quiz. Un youtubeur qui pose des questions sur des youtubeurs à des youtubeurs. Niveau branlette, c'est difficile de faire mieux. C'est comme si votre bite se branlait sa propre bite avec une bite. Et mieux encore, c'est l'hypocrisie de certains youtubeurs connus à donner des conseils pour les débutants. Faites ce que vous aimez, qu'ils disent en ne suivant pas eux-mêmes ce conseil. Heureusement, ou malheureusement selon le point de vue, il y en a certains qui sont un peu plus lucides sur la situation. Certains vous diront, faut faire ça par passion, fais ce que tu aimes. C'est complètement faux. Si tu fais du gaming par exemple, et que tu veux réussir, c'est pas compliqué. Tu fais une vidéo par jour. Tu fais des miniatures épurées avec un titre un peu what the fuck en majuscule. Tu fais une vidéo courte, où tu cries tout le temps, tu ouvres des Snapchat, etc. Et tu es sûr d'avoir 200 000 abonnés en moins d'un mois. Très important, Snapchat. Tendance. Ouvrez des Snapchat, c'est important pour réussir. Je regarde vos vidéos. Et ne pas négliger les réseaux sociaux. Non, exactement. Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter. Qu'est-ce qu'il fait, Porto? Ce qui marche super bien en ce moment sur YouTube, je crois, c'est de faire participer les abonnés en fait. Par contre, en vrai, c'est un truc qui marche super bien. Et le vice est poussé jusqu'à ce que certains animent des masterclass. Alors t'as par exemple In The Go Show qui anime une conférence sur la critique cinéma sur YouTube et qui ne parle que des 4 chaînes que tout le monde connaît déjà, alors qu'il en existe des dizaines d'autres dont certaines font un travail largement meilleur, ce qui prouve que le mec a bien creusé le sujet et connaît le domaine. Entre parenthèses, comme c'est un sujet qui m'intéresse un petit peu aussi, je vous fais une liste de quelques chaînes ciné qui marchent un petit peu et que je connais plus ou moins bien, mais dont certaines font un travail vraiment excellent. Enfin bref, le mec t'explique que ce qui va faire la différence entre la pléthore de vidéastes qui existent et te faire gagner en notoriété, c'est le fait d'être passionné. Qu'il est naïf. Venant de la part d'un gars qui s'est fait connaître à travers une critique vide de fond sur un film de merde juste pour faire le buzz, c'est un petit peu ironique, hein. C'est comme si Bill Gates allait dans un village africain et qu'il disait qu'il suffirait qu'il travaille un petit peu plus pour devenir millionnaire. Et pourtant, YouTube a cette chance de pouvoir créer une culture de stock. Les vidéos seront toujours accessibles dans 10 ans et ça devrait inciter à faire du contenu qui doit perdurer sur le long terme et qui puisse être visionné par quelqu'un qui ne nous connaît pas. Mais il semble que tout le monde l'a oublié et préfère pleurer sur les vues qui baissent. Et ben je vais vous dire moi, tant mieux si les vues elles baissent. Au moins ça fait dégager les branleurs et on voit ceux qui font vraiment ça par passion. Et autant vous dire qu'ils sont pas nombreux. Depuis quand le nombre de vues doit définir si tu fais une vidéo ou non? Ce qui compte pour un créateur, c'est de créer, de partager, de faire un contenu dont il est content. C'est pas le succès, pas les vues. Ça, c'est la logique capitaliste avec laquelle on nous a bourré le crâne. Mais le but de l'art,
c'est de produire de belles choses, pas des choses qui ont du succès. Sur YouTube, il n'y a pas d'art, pas d'artistes. Il n'y a que de l'éphémère, de l'illusion et du court terme. Les gens ne savent pas que la plupart des artistes qu'on adule aujourd'hui n'avaient aucun succès à leur époque, et qu'on a redécouvert leur œuvre parfois plusieurs siècles après leur mort, et que ces mecs galéraient, ils n'avaient pas de Tipeee ou je sais pas quelle connerie. Mais ça, on l'a oublié. On se dit que c'est pas normal si le succès n'est pas immédiat, alors que tu pourrais sortir une putain de vidéo qui sera encore utile à des gens dans 20 ans. YouTube, c'est un média sans espoir. Les vrais artistes, ceux qui ont du talent, qui disent des choses réellement intéressantes, ils sont dans l'ombre, personne ne les connaît. Il doit y avoir des milliers de personnes qui postent du contenu ultra intéressant mais qui plafonnent à 65 vues. Mais il y en a. Certains arrivent à avoir un petit peu de notoriété, mais ils ne peuvent pas rivaliser face aux mécanismes mis en place par la plateforme, par les vidéastes influents et par le public. J'aime pas la télé, mais j'aime encore moins YouTube. Et pourtant ça fait un moment que j'ai arrêté de regarder la télé, à croire que je suis un petit peu maso sur les bords. Pourtant, comme tout le monde, j'avais un petit peu espoir en YouTube. Mais comme je sais que les choses ne changeront pas, j'ai au moins envie qu'une petite poignée de personnes s'en rendent compte. Alors le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de pas faire de la merde quand vous regardez ou que vous créez une vidéo. Et surtout, mettez des putains de pouces bleus à cette vidéo. Faites exploser la barre. Faites exploser la barre. Putain de merde. Abonnez-vous, bande de fils de pute. Sinon je vous nique vos mères. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République!